Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour le 18e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors en cette période de confinement, je vous souhaite de bouger, de sortir, de respecter malgré tout les mesures réglementaires, à savoir 1 km à partir de votre domicile et 1 heure maximale pour pratiquer votre sport favori. De mon côté, comme je l'ai annoncé dans l'épisode précédent, je poursuis mon entraînement de la façon la plus naturelle possible. Là où ça bloque un petit peu, c'est sur les sorties longues, étant limité à 1 heure, mais je n'ai pas pour l'instant de contraintes particulières à la pratique de la course à pied. Je fais plutôt du bitume, j'ai délaissé ma sainte piste pour quelques semaines, mais voilà, je m'adapte, les séances sont ludiques, en 1 heure on fait déjà pas mal de choses, et je dois vous avouer que ce mois de novembre sera un mois, je pense, plutôt correct sur le plan sportif. Pour avoir fait un test de VMA il y a 2 jours, le niveau de forme est plutôt satisfaisant, c'est un peu surprenant, parce que je pensais pas faire quelque chose d'aussi bien sur ce test du semi-Cooper. Également, durant ce mois de novembre, c'est le mois durant lequel je vais participer à l'Ekiden World Tour organisé par ASICS. Avec le podcast, j'ai réussi à monter une petite équipe, alors équipe de 6 personnes, qui vont, durant cette quinzaine, entre le 11 et le 22 novembre, concourir pour réaliser soit 5, soit 10, soit 7 km pour au final, à 6, réaliser la distance du marathon. Alors un petit coucou à Sophie, Jennifer, Tiffany, Laurent, Sébastien que vous avez déjà entendu sur le podcast et puis au magasin Running Conseil Orléans auquel nous sommes affiliés pour cette course donc organisée par ASICS avec l'application Runkeeper. Pour l'épisode du jour, il va nous conduire en Suisse où j'ai eu la chance d'interviewer Laure, qui est une fidèle auditrice, mais depuis le début du podcast, et qui m'a livré son témoignage sur son aventure du marathon. Aventure qui dépasse le simple cadre sportif. Elle va vous donner ses raisons du pourquoi de ce marathon, j'en dis pas plus dans cette introduction. Laure est une coureuse à pied, sportive, qui aime les défis et qui n'a rien laissé au hasard dans sa pratique en course à pied dans le cadre de sa préparation marathon. Tout était vraiment minutieusement préparé, mais ça je pense que c'est la minutie et la précision que peuvent avoir nos compatriotes helvétiques. Alors je vous laisse en compagnie de Laure pour cet épisode et puis je vous invite également à liker, commenter, partager les contenus de ce podcast à travers les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Laissez-moi un petit commentaire, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Autre moyen de faire connaître le podcast, c'est de laisser un petit avis sur la plateforme Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire vous permettra au podcast de remonter dans les résultats de recherche et finalement de diffuser ce contenu à une audience beaucoup plus large, comme l'a fait Charlemagne37 qui dans son commentaire nous dit « Au top, de bons conseils et une vraie pédagogie ». Il est vrai que j'aime bien échanger, partager, et c'est un petit peu l'ADN de ce podcast, et notamment dans les interviews. L'interview que vous allez écouter avec Laure juste après cette introduction a été enregistrée sans coupure, c'est-à-dire que je laisse la parole à mes invités, le but étant vraiment de vous livrer de façon brute leur façon de voir les choses, leur façon de pratiquer la course à pied, et dans cet épisode, Laure va nous livrer également beaucoup d'astuces, mais également révéler certains traits personnels. Donc c'est une vraie discussion, de vrais échanges, et c'est en cela justement que j'aime réaliser ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous laisse pour cette interview d'1 heure avec Laure, et puis la semaine prochaine vous découvrirez sans doute une pratique un petit peu nouvelle dans la course à pied, mais je vous en dis pas plus, réponse la semaine prochaine. Bonne écoute à vous, bon week-end, prenez soin de vous, continuez à bouger, et n'oubliez pas, la course à pied, c'est la santé.
Alors bonjour Laure, merci d'être la troisième invitée du podcast À côté de mes pompes. Avant d'échanger sur ta pratique de la course à pied, je vais te laisser te présenter en quelques mots sur voilà, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, puis on verra après le côté plus sportif. Alors, salut Seb, merci pour ton invitation, ça fait plaisir. J'aime toujours bien parler de ma passion du sport. Donc je me présente, je m'appelle Laure et puis j'habite en Suisse. J'habite dans un petit village au-dessus d'Yverdon, qui est une ville proche de Lausanne. Lausanne connue pour le marathon de Lausanne notamment, et puis pour la capitale olympique. J'ai 39 ans, je suis mariée, puis j'ai un petit garçon de 7 ans. Je suis mariée à un sportif aussi, donc je pense qu'on y reviendra plus tard parce que c'est vrai que ça aide quand le conjoint il comprend qu'on a très envie de courir, qu'on a très envie de bouger. Donc voilà, moi je fais du sport depuis en fait quasiment toujours. J'ai du mal à dire depuis quand parce que quand j'étais petite, mes parents se sont séparés, j'étais assez petite, je devais avoir 4 ans. Et puis ma maman a toujours été très sportive, elle a toujours voulu nous faire bouger, donc elle nous prenait avec elle à vélo, au ski de rando. Alors en tant que gamine, je détestais le ski de rando et maintenant j'adore ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi de la grimpe. Enfin voilà, on bougeait pas mal quand on était gamin. Et puis du coup, après j'ai enchaîné en fait les sports d'équipe, volley et puis la course à pied. J'ai commencé vraiment parce que c'est très facile d'y aller quand on a envie en fait. Oui, il y a ce côté, on va dire, relativement simple à mettre en place. On prend sa tenue, ses baskets et de n'importe quel endroit, on peut aller courir. Est-ce que tu pratiques la course à pied dans un club? Comment ça se passe en Suisse? Comment tu pratiques ce sport? Alors d'abord, je courais juste pour moi à côté du volley quand je faisais du volley, puis que j'étais à l'université. Puis après, j'ai arrêté le volley parce que c'était compliqué avec les études et tout ça. Et je courais que pour moi. Et puis je faisais pas de course, rien. J'avais même pas de montre connectée. C'était vraiment juste pour le plaisir. Et puis ensuite, j'ai rencontré mon mari qui lui faisait du triathlon. Il a commencé à me dire oui, mais ce serait bien que tu fasses aussi des courses, ça te donne des challenges et tout ça. Puis comme dans mon caractère, j'aime bien me mettre des défis. Et puis je fonctionne toujours par objectif, autant professionnel que privé. Du coup, j'ai commencé à me dire ok, je vais prendre une montre connectée. Enfin, d'abord, je crois que j'avais une application sur le téléphone. Et puis je me suis dit aussi que j'allais m'inscrire à des courses, ce qui fait que j'ai rapidement commencé à me motiver pour faire une course, voilà. Puis le jour où j'ai décidé de faire un marathon, là je me suis dit qu'il fallait que j'aille dans un club parce que pour moi faire des intervalles toute seule, ça fonctionnait pas du tout. En plus, j'ai regardé sur internet puis je voyais que il y avait certains entraînements, ils disaient 4000 mètres, 4 fois 1000 mètres au seuil. J'étais là, c'est quoi le seuil? C'est quoi la VMA? Donc j'ai décidé de faire une analyse de ma VMA. Et du coup, il y a un petit centre à Yverdon avec 2 coachs qui font justement ces analyses VMA. Puis elles m'ont dit ah mais si tu veux, on a un club et puis le mardi soir on fait les intervalles, ça pourrait être sympa. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans un club qui s'appelle VO2 Sport. Et puis du coup, je vais que le mardi en fait au cours d'intervalles. Mais je me suis fait des potes avec qui je vais faire les longues sorties en fait le week-end. D'accord. Donc l'esprit club est quand même un bon moyen justement pour garder la motivation. Je suis passé à peu près par le même chemin que toi, hein, à savoir une pratique en solo dans un premier temps, puis à un moment donné on se dit bah tiens il y a cette personne là qui appartient à un club, donc c'est un moyen également d'aller voilà faire des connaissances et puis de progresser, hein, parce que les séances de VMA, je pense que c'est un bon moyen en groupe d'apprendre et d'aller plus loin dans sa pratique de la course à pied. Le fait d'être en club, je pense, ça te pousse aussi toute seule. Si je voyais que dans mon plan d'entraînement, j'avais mis 4 fois 1000 mètres au seuil, au bout de 3 fois, tu descends un peu la vitesse et puis tu te dis bon, c'est bon, j'ai déjà bien bossé. Quand tu es avec d'autres qui courent plus vite que toi ou tu en as derrière, tu te dis allez, je garde le rythme parce qu'il y a aussi un côté un peu d'orgueil. Donc c'est vrai que ça pousse en avant, je trouve. Puis t'as la coach aussi qui est à côté, quoi. On se dit voilà, on va pas lâcher s'il y a quelqu'un qui est juste derrière, qui nous talonne ou quelqu'un qui serait peut-être devant que l'on souhaite rattraper. C'est un bon moyen justement pour grappiller justement quelques secondes et puis voilà,
pratiquer un sport individuel, mais dans un côté, on va dire, d'équipe et ce côté convivial, parce que comme tu le dis, on peut se retrouver après sur des sorties longues. Ta première course, ça remonte à combien d'années? Ta course officielle et sur quelle distance? Alors, ma première course, il y a une course qui s'appelle Mora-Fribourg en Suisse, qui est hyper connue, qui est mythique, avec une ambiance de fou. Et la distance, c'est 17,7 km. Mais la première fois, j'ai fait la demi, donc 9,8, je crois, quelque chose comme ça. C'est Courtepin-Fribourg, en fait. Et c'était en 2011. On a eu pas mal de soucis avec mon mari. On voulait fonder une famille. Ça fonctionnait pas comme on avait décidé. Et du coup, il fallait que je puisse on a dû faire de la procréation médicalement assistée. Il fallait que je puisse absolument me mettre d'autres objectifs. Et du coup, en 2011, j'ai décidé de faire ma première course sur la demi Mora-Fribourg. Et ça a été une catastrophe. Je suis partie, mais vraiment le truc du débutant. Je suis partie à fond. Et au bout de 500 mètres, j'étais cuite. Et je me disais, je vais jamais aller au bout, je vais jamais aller au bout, je vais jamais aller au bout. J'ai dû marcher des bouts. Non, la première course a été la cata. Mais après, je me suis dit que j'allais faire l'année suivante la course complète de 17,7 et puis que j'allais réussir à gérer l'effort. Donc, avec l'expérience sur la deuxième édition, c'était beaucoup plus probant. Depuis, ben, comment tu as évolué dans ta pratique? Est-ce que tu t'entraînes 2 fois, 3 fois par semaine? Quel est ton rythme d'entraînement entre le club et la partie solo? Alors, on va mettre une petite parenthèse pour maintenant parce que cette année est un peu compliquée. Mais sinon, depuis plusieurs années, je fais à peu près 3 fois par semaine, c'est-à-dire le mardi, du coup, avec le club pour les intervalles. En général, le jeudi, en fonction de mon horaire de travail, soit je vais courir le soir, soit je vais à la piscine le midi. Parfois, je peux aller à la piscine le vendredi midi et puis après, je fais une sortie longue le week-end. Donc, il y a souvent 2 à 3 fois de course plus une fois piscine. Ce qui est quand même déjà un bon rythme, puisqu'il faut caler ensuite cette pratique de la course à pied dans une vie de famille, avec un agenda qui, je pense, est bien rempli de ton côté. Est-ce que tu peux nous dire comment tu t'organises justement pour ces sorties? Est-ce que tu les fais le matin, le soir? Est-ce que tu as du temps sur la pause de déjeuner pour réaliser ces activités? Alors, j'ai de la chance d'avoir un mari qui fait aussi du sport, ce qui fait qu'on s'est réparti les soirées. Donc, le lundi soir, c'est lui qui fait son entraînement. Le mardi soir, c'est moi. Le mercredi soir, c'est lui. Le jeudi soir, c'est moi. Et le vendredi, on fait un repas familial où on se retrouve. Et le week-end, lui, il fait un moment de sport et moi, en général, le dimanche matin, je fais la longue sortie. Donc du coup, je fais mardi soir. Après, le jeudi, ça dépend. Des fois, j'arrive avec mes horaires de travail à prendre une bonne pause à midi et soit aller nager, soit aller courir. Soit j'arrive pas, puis du coup, en été, je vais courir le soir. Mais en fait, en hiver, je déteste aller courir seule de nuit. En plus, on habite dans un petit bled où on voit rien. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampadaire. Donc, ça veut dire que je dois redescendre en ville. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, j'essaye d'aller soit sur la pause de midi, soit je vais nager du coup. Donc ça te fait des semaines quand même bien remplies. Quelle est la séance que tu préfères en course à pied et celle que tu n'apprécies pas du tout, que tu pourrais justement zapper si fallait en éliminer une de tout plan d'entraînement? Alors moi, j'aime bien les intervalles courts à plat. Je déteste le dénivelé. Et où j'habite, ça monte, ça descend, ça monte, c'est hyper vallonné. Et puis là, pendant le semi-confinement, on avait le droit, nous, de sortir, surtout que je suis en campagne. Mais du coup, je voulais faire mes intervalles et je trouvais jamais de plat. J'avais aucun endroit, même autour de ma maison, c'est pas plat. Même mon jardin, il est pas plat. Donc c'était impossible de trouver du plat. Et ça, moi, vraiment, si je pouvais enlever le dénivelé, je l'enlèverais, quoi. Alors, à l'inverse de moi, où en Beauce, où je suis, pour trouver du dénivelé, il faut faire parfois 30, 40, 50 kilomètres. Et parfois, on aimerait bien avoir des côtes un petit peu plus développées, puisque des gens de mon club pratiquent les raids, les ultra trail, et ils sont parfois un petit peu en manque de dénivelé. Donc voilà, on a en fonction de la topographie des préoccupations différentes. Est-ce que tu cours avec des objets connectés? Tu parlais de montres tout à l'heure. Comment tu es équipé? Alors là, j'ai une grande réflexion. D'ailleurs, tu avais fait un podcast là-dessus que j'avais beaucoup apprécié parce que jusqu'à maintenant, j'étais hyper connectée.
Donc, si j'oubliais ma montre pour aller à la piscine, je faisais demi-tour à me retaper 20 bornes en bagnole pour aller chercher ma montre parce que c'était impensable que ça ne figure pas dans mes statistiques Garmin et Strava. Et depuis quelques temps, je me suis rendu compte que ça me mettait une pression monumentale, notamment depuis le marathon que j'ai fait où j'ai eu après une baisse de motivation, je pense qu'on va y venir, et une baisse de régime. Et du coup, je voyais mes performances qui diminuaient et ça me foutait une pression monstrueuse de voir que mes statistiques baissaient, que la fréquence aussi de mes entraînements a baissé parce que j'ai dû me reposer. Et du coup, j'ai décidé maintenant de volontairement, de temps en temps, courir sans montre, volontairement d'aller nager sans montre et puis par moment aussi de juste la mettre mais sans la regarder. Et puis quand je fais des longues distances, maintenant je la mets, je la regarde pas. Mais oui, j'ai une montre Garmin et puis j'ai l'application Strava, c'est disons les deux principales connexions que je fais, ouais. Il est vrai que cette montre est un bon outil pour travailler, notamment ce que tu disais tout à l'heure, hein, sur les intervalles, on la programme, elle va nous calibrer vraiment à la vitesse, avec la distance, avec le temps que l'on doit faire. Mais parfois, ces réseaux sociaux tels que Strava, un réseau social sportif, nous poussent un petit peu à la compétition, à la comparaison, parce que j'avais évoqué hein, avec d'autres coureurs. Et parfois, c'est un petit peu, comme tu l'as évoqué, difficile de se sortir de ce schéma. On n'a pas fait ces 30 kilomètres, je crois que c'est ce que tu avais évoqué dans un commentaire. J'ai pas fait mon volume de cours cette semaine. Est-ce que les autres ont fait la même chose que moi? Et ça peut conduire, je l'ai été également hein, dans cette comparaison, parfois d'aller trop loin et de risquer la blessure parce que dans le club, telle personne a couru à cette vitesse-là, puis on veut faire autant. Donc ça peut être problématique. Au niveau des sports que tu pratiques, tu parlais de la natation. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu prends plaisir? Est-ce que tu pratiques d'autres sports encore aujourd'hui, même si tu as mis le côté sport d'équipe volley en marge? Alors effectivement, plus de sport d'équipe. Par contre, j'adore compléter en fait la course à pied avec de la natation, du renforcement et des étirements. Ça fait longtemps que je fais. Et depuis peu, vu que cette année a été compliquée pour moi sportivement, mentalement et dans la motivation, j'ai un peu changé mes habitudes et tous les matins, maintenant, je me réveille une demi-heure avant et je fais 30 minutes de yoga, renforcement, étirement. Alors, c'est au réveil, ce qui fait que les premières fois, je me suis un peu fait des petites blessures. Je pense que j'ai un peu trop étiré. Mais là, maintenant, j'ai un peu pris le rythme. Et puis c'est vrai que ça complète pas mal, en fait, de faire du yoga le matin. Une fois par semaine, je vais à la piscine. Pour le moment, les piscines sont encore ouvertes en Suisse, mais j'imagine que d'ici 10-15 jours, même avant, ça risque de fermer aussi. Donc là, je repasserai que sur yoga, étirement, renforcement et course à pied. Mais sinon, j'adore la piscine. Je sais pas pourquoi, moi, l'élément de l'eau a toujours été quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien. Et étonnamment, dans l'eau, je suis beaucoup moins dans la performance. Je suis plus à vouloir être sur la technique, à sentir que je glisse bien. Et là, pour le coup, c'est la distance qui m'intéresse sur ma montre, mais pas tellement le temps. Pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir aussi varier. Je fais du crawl, je fais du dos, je fais de la brasse coulée, je fais du papillon. Et l'idée, c'est un peu de pouvoir, développer plusieurs techniques de nage. Et je pense que par ce côté natation, tu vas aussi reposer un petit peu tes articulations, donc c'est un bon complément. Ce que je disais à ma cousine dans l'épisode précédent, qui elle fait aussi du triathlon, moi je nage comme une pierre, donc c'est plutôt être dans la piscine, à regarder les enfants jouer, mais je suis pas fan des grandes longueurs. Le fait d'être en Suisse, il y a peut-être une période où l'été, on va peut-être être plus sur de la randonnée et l'hiver du ski. Est-ce que tu pratiques ce genre de sport également qui permettent de compléter hein, aussi la pratique de la course à pied? Alors, quand on n'avait pas d'enfants, on faisait du ski de fond, donc qui est beaucoup plus cardio et puis du coup à plat et puis ça ressemble plus à la course à pied, mais en même temps ça développe d'autres muscles. Là, pour le petit, c'est moins sympa le ski de fond, donc on fait du ski de piste. Et puis mon mari fait plutôt du snowboard et puis moi je me suis remise au ski parce que je faisais du ski depuis gamine. Après j'avais fait du snowboard puis je me suis remise au ski pour apprendre à mon fils. Puis là, la saison dernière, alors bon, elle s'est arrêtée vite fait parce qu'en février, toutes les stations ont dû fermer. Mais la saison dernière, on y était tous les mercredis. Moi, j'ai congé le mercredi avec mon fils et tous les week-ends, j'étais sur les pistes avec lui parce que c'est ça aussi quoi. Enfin, ça fait partie de mes racines
de bonne Suissesse. Et puis j'adore ça. Et mon fils, en fait, il a beaucoup de plaisir au sport aussi. Ça, c'est cool. Maintenant, il a 7 ans. Lui, il fait du taekwondo et puis il fait quelques courses. De temps en temps, il court un peu avec nous. Puis sinon, il fait quelques courses populaires pour les enfants. Et puis, effectivement, vélo, ski, ça, il adore, quoi. Donc, ça, on fait en famille. Puis, effectivement, par contre, rando, en été, pas tellement. Alors, mon fils, il fait avec sa marraine qui, elle, adore faire de la rando. Mais mon mari et moi, marcher, c'est pas tellement. Puis, comme j'aime pas trop le dénivelé, c'est pas trop mon truc. Par rapport à cet environnement, on va dire, agréable dans lequel tu évolues, est-ce qu'il y a des courses qui sont plutôt des courses sur route dans lesquelles tu aimes justement participer? Parce que en Suisse, on va dire, c'est plutôt le côté trail qui va être mis en avant. Mais est-ce que, voilà, tu aimes aussi ce côté défi dont tu parlais tout à l'heure? Est-ce que ce sont des choses qui t'animent également? Et la question sera derrière, pourquoi tu cours? Alors, effectivement, moi, j'aime le plat, j'aime la route. Et il y a plusieurs courses en Suisse qui sont plus ou moins plates. Alors, c'est pas du vrai plat parce qu'en Suisse, il y a très peu de vrais plats. Mais on a quand même des courses qui sont assez plates. Et puis, ben, le marathon de Lausanne, celui que j'ai fait, c'est un des plus plats, je pense. Et puis, sinon, il y a les 20 kilomètres de Lausanne qui sont aussi une course mythique en Suisse que j'adore faire. Alors là, pour le coup, c'est pas plat. Il y a pas mal de dénivelé. C'est dans Lausanne. D'abord, ça part au bord du lac, mais après, ça monte à la cathédrale. Enfin, donc là, il y a pas mal de dénivelé, mais je l'aime quand même bien. Et puis, c'est 20 bornes, donc c'est quand même pas mal. Et puis, Mora-Fribourg, elle a 2, 3 endroits où c'est un peu dénivelé, mais sinon, c'est assez plat. Donc, c'est vrai que moi, je fais pas du tout trail. Ça, j'aime pas. Et puis, mais par contre, les courses plus à plat, ouais, ça, j'adore. Puis, pourquoi je cours? Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses. Je pense que la course à pied m'apporte beaucoup de confiance en moi. C'est des challenges. Je suis une passionnée. Hein. Je suis une passionnée dans mon job, je suis une passionnée dans mon sport et j'ai besoin d'objectifs, j'ai besoin de challenges. Et je trouve que dans la course, tu peux en mettre beaucoup des challenges. Tu peux, soit te dire des distances toujours plus longues ou voilà. Après, tu peux te donner des temps à faire. Voilà, l'année dernière, j'ai fait, c'était quoi, 2019, les 20 kilomètres de Lausanne, j'ai fait 1h52. C'est celle où justement il y a pas mal de dénivelé. C'était mon record personnel. Puis voilà, je pourrais me dire que si en 2021 je suis assez en forme, j'aimerais battre mon record personnel. Donc je pense qu'il y a de la confiance en moi. Et puis justement les challenges. Et puis je pense qu'il y a aussi un bout d'exemplarité puis de bien-être. Enfin, moi, je pense que c'est important que mon fils il comprenne que pour être bien dans sa peau, pour être bien dans sa vie, bien dans son corps, il y a la nourriture saine, il y a le sommeil qui est important, mais il y a aussi le fait de bouger et puis que ça apporte aussi du plaisir. Et il est vrai qu'au-delà de courses officielles, hein, on peut également, alors nous on l'a vécu au mois de mars pendant 2 mois avec le confinement. À la sortie, on s'aperçoit qu'il y a plus de courses organisées. De votre côté, je pense que le marathon de Lausanne a également été annulé presque à la dernière minute. On va devoir, je pense, sur les prochains mois, se mettre des objectifs un petit peu plus personnels et la course à pied peut nous le permettre par rapport à des sportifs. Comme tu le disais tout à l'heure, hein, les piscines vont peut-être être fermées, les gymnases le seront également et le sont de toute façon chez nous en France. La course à pied permet de relever des défis personnels. Si on veut tourner dans son jardin comme certains ont pu le faire pendant le confinement, ça reste des défis effectivement très très personnels. Comment tu en es venu, après quelques années de pratique, à vouloir te lancer sur cette distance mythique du marathon que je n'ai pas encore franchie sans doute que voilà, je me sens pas encore prêt à m'aligner sur 42 kilomètres. Comment tu en es venu là? Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu la première étape où je me suis dit, bon, j'ai toujours fait 20 kills et tout, j'aimerais un petit peu augmenter justement un nouveau challenge. Et il y a c'était une phase de ma vie assez complexe parce que, comme je le disais avant, on a eu pas mal de difficultés pour fonder une famille. Dans l'idéal, on aurait voulu avoir 3 enfants. Il y a le monde idéal, il y a la réalité. Et du coup, pour moi, c'était une manière de me prouver à moi-même que mon corps était capable de faire quelque chose qui, à mon sens, était incroyable parce qu'à l'époque, pour moi, courir 42 kilomètres, c'était incroyable. Et pour moi, c'était important de me dire, mon corps, il n'est pas capable d'enfanter encore une deuxième fois, une troisième fois, mais il est capable de courir 42 kilomètres. Et ça me permettait, j'avais décidé que ce temps de préparation du marathon me permettrait de faire le deuil du deuxième enfant.
Et ça l'a vraiment été. Ça a été assez incroyable parce que ça s'est passé comme j'imaginais. Je me suis fixé 9 mois comme une grossesse pour préparer mon marathon. Et puis, pour moi, je voulais qu'à l'arrivée, je puisse me sentir bien dans ma famille avec un enfant. Et puis, effectivement, tout le monde, quand je disais ça autour de moi, on me disait, ouais, mais bon, c'est un peu illusoire, c'est quand même deux choses bien différentes et tout. Et en fait, non, ça m'a vraiment permis de faire ce deuil, de franchir ce cap. Et puis, la préparation du marathon, j'ai adoré. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas eu tellement de blessures. J'ai eu des petites douleurs, mais bon, j'avais un peu mis tout un staff autour de moi. J'avais un masseur sportif, une ostéo, et puis je faisais les électrodes après les longues sorties. Je mettais les Compex là, électrodes sur les. C'est souvent l'intérieur des genoux chez moi qui me faisait mal. Donc voilà, mais j'ai pas eu de blessure, j'ai pas dû m'arrêter, j'ai pu faire mon plan d'entraînement exactement comme je l'avais prévu. Et puis j'ai les longues sorties, j'ai été parfois accompagnée par mon frère, parfois par un pote à vélo, parfois par des potes du club qui faisaient genre 20 kilos avec moi, puis après je continuais les 10 derniers toute seule. Enfin, et vraiment j'ai eu une chance énorme aussi avec le temps. Je crois que j'ai dû faire 2 longues sorties sous la pluie, c'est tout. Sinon, pendant les 9 mois de préparation, j'ai eu du beau temps. Donc vraiment, je pouvais pas espérer mieux. Tout s'est bien passé. Et puis voilà, c'était un cheminement pour moi, ce cap du marathon. Et puis je suis hyper contente de l'avoir faite. Et je suis pas sûre que je le referai en fait. Pour moi, c'était toute une histoire, c'était tout un cheminement. Et puis je suis arrivée au but. Et je pense pas que ce sera forcément quelque chose que je vais me remettre comme objectif. Par contre, c'est sûr que je vais me remettre d'autres objectifs sportifs. On abordera justement les futurs objectifs sportifs après, puis on va se concentrer vraiment sur cette aventure et cheminement que tu as eu sur ce marathon. Donc, 9 mois de préparation. Comment tu as procédé dans ta préparation? Tu es déjà sportif, tu as déjà pratiqué donc pendant de nombreuses années la course à pied. À quelle date était prévu ce premier marathon? Alors, c'était le 27 octobre 2019, donc ça fait exactement une année. Et donc, j'ai commencé à m'entraîner vraiment pour le marathon en janvier. Et puis, c'est drôle parce que mon fils est du 19 octobre et je suis tombée enceinte en janvier. Donc voilà, tout était un peu lié. Et puis, je m'étais fait un plan marathon que j'avais pris sur Internet, plus j'avais lu des trucs et j'en avais parlé avec la coach du club. Et puis, c'était en fait 3 entraînements de course, une semaine, la semaine suivante 3 entraînements, la semaine suivante 4, et ensuite la semaine de récup, je faisais un entraînement de course et une natation. Et j'ai fait ce cycle-là sur les 9 mois. Donc, chaque fois 4 semaines, ça fait quasiment chaque fois un mois. Donc, j'ai fait 9 fois ce cycle-là avec les sorties longues. Donc, quand c'était 3 entraînements, c'était intervalle. Ensuite, une sortie soit avec des accélérations, soit au seuil pendant un certain temps, puis après en vitesse plus rapide. Soit, enfin voilà, j'avais un peu le deuxième entraînement était un peu variable. Puis le troisième, c'était la longue sortie du week-end. Et longue sortie, ça a varié entre des 10 kills, des 15 kills. Après, j'ai fait 22. Après, je suis redescendue à 17. Après, je suis remontée à 32. Enfin, voilà. Le plus que j'ai fait, je crois que c'était 32. Ouais, la plus longue sortie a été 32 kills. Puis après, psychologiquement, je m'étais dit, t'as fait 32, tu peux faire 42, quoi. Enfin, il reste que 10. Donc voilà. Je m'étais pas mis de temps. Pour moi, le but, c'était d'arriver à la fin. Et je voulais courir tout le long. Alors, sauf au ravito, on est d'accord, je me suis de temps en temps arrêtée quelques secondes. Mais le but, c'était vraiment de ne pas marcher, mais d'arriver au bout sans être en train de vomir, sans être mal. Et puis, j'ai réussi en 4h41. Je m'étais mis dans le bloc 4h50. Et du coup, j'ai fait un peu mieux que ce que je pensais. Et puis surtout, ben voilà, j'ai été portée par le public. J'ai eu plein de gens de ma famille qui étaient de ma famille, de mes amis qui étaient sur le parcours. Ça, c'était l'avantage de le faire. J'ai hésité longtemps entre le faire à l'étranger ou en Suisse. J'avais envie de Paris, j'ai envie de Berlin. Bien évidemment, tout le monde pense à New York et tout. Puis après, je me suis dit, mais si je vais à l'étranger, je vais me retrouver toute seule. Et puis, je vais faire mes 42 kills avec, voilà, que des gens que je connais pas autour de moi. Tandis que, en le faisant à Lausanne, je savais qu'au départ, j'aurais tous les potes sportifs qui seraient là. J'ai rencontré plein de gens que je connais. Et puis, je savais que sur le parcours, il y aurait des gens qui pourraient venir m'encourager. Et j'avais fait un groupe WhatsApp avec mes supporters, avec justement mes frangins, frangines, mon mari, mes amis proches. Et du coup, pendant la course, j'avais mon téléphone avec moi et mes écouteurs.
Et à plusieurs reprises, je leur ai fait des messages vocaux pour leur dire où j'en étais. Et eux, en fait, après, j'avais aussi mis la localisation. Et ils venaient me voir et j'ai plusieurs amis qui sont venus me voir plusieurs fois à plusieurs endroits. Et ça m'a vraiment porté, quoi. Alors, comment, quand on n'a jamais fait de marathon, on peut accumuler les kilomètres? Est-ce que tu as, durant ta préparation, connu, bah voilà, comme en Suisse, des montagnes, des hauts, des bas, ou est-ce que, bah, globalement, tu le disais tout à l'heure, ça s'est plutôt bien passé? Il n'y a pas eu de coup de mou, ou est-ce qu'il y a eu des moments où c'était quand même un peu compliqué? Alors ça s'est globalement très bien passé. J'ai eu un gros coup de mou au mois de juin. Je m'étais mis en fait quelques courses en fait durant la préparation. Il y avait les 20 km de Lausanne en avril et en juin il y avait le Tour du lac de Joux qui est avec du dénivelé aussi et qui est de 24 km. C'est une course que je n'avais jamais faite. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je m'y suis assez mal préparée psychologiquement. Je m'étais dit, oh, 24 kills, c'est bon, j'ai déjà fait un entraînement de plus que ça, donc c'est OK. Et bon, c'était un jour où il y avait eu un gros orage, donc toute la partie dans la forêt, on glissait. J'avais pas regardé le parcours, donc je suis partie sans savoir en fait à quel moment il y aurait quel dénivelé. Et là, en fait, à la moitié de la course, à 12 km, j'étais batterie à plat, mal partout. Et là, c'est vraiment la tête qui a pris le dessus. Je savais que mes potes m'attendaient à l'arrivée. Et du coup, parce que j'avais un pote qui a fait le demi-tour et l'autre qui avait fait un qui va plus vite que moi, qui faisait le tour du lac et du coup, il est parti devant. Et du coup, je savais qu'il m'attendait à l'arrivée, donc c'est la tête qui a pris le dessus. Mais là, j'ai eu un gros coup de mou et j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Je crois que j'ai mis 2h30 et quelques pour 24 kills. Et ouais, 2h30 ou 38, ou je sais plus. Et du coup, ça m'a démotivée, là. J'ai eu un gros down en me disant, mais purée, à 24 kills, j'y arrive pas. Je fais un temps énorme. J'ai mal partout. Je suis arrivée au bout, j'avais mal au ventre. Et en fait, bah là, j'ai eu 2-3 semaines un peu rudes mentalement. Et puis la coach, elle m'a quand même bien reboosté en me disant que c'était normal, que ça faisait partie, qu'il y avait des hauts, des bas et tout. Puis après, c'est reparti. Puis après, ça allait vraiment crescendo jusqu'au marathon où j'ai quasiment toutes mes sorties étaient vraiment, ouais, où j'étais bien, quoi. Donc une préparation sans embûche, en respectant ton plan d'entraînement. Est-ce que durant cette période, tu avais mis en place une alimentation spécifique ou est-ce que finalement tu as gardé l'alimentation que tu as l'habitude de faire? Tu parlais tout à l'heure de cette importance justement de l'alimentation dans la pratique sportive. Pour le marathon, est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier ou est-ce que ça suivait finalement l'alimentation classique de la famille? Alors, on mange de toute façon de manière assez sainement. C'est mon mari qui s'occupe des courses et de la nourriture dans nos répartitions des tâches ménagères. Et du coup, c'est lui qui fait tout le temps à manger. Il fait super bien à manger et sain. Par contre, c'est vrai que pendant les longues sorties, ce que je ne faisais pas jusque-là, j'ai mon camelbag là, avec l'eau dans le sac. Et jusque-là, je prenais que de l'eau pendant les longues sorties. Puis à la préparation marathon, je me suis quand même un peu plus renseignée et je me suis rendu compte que c'était pas mal de pouvoir quand même prendre un peu du sucre durant les longues sorties. Alors j'ai essayé plusieurs choses, des compotes de pommes, faites maison ou pas, des barres de céréales, ça me convient pas du tout. Donc ça, j'ai laissé tomber. Après, je voulais aussi essayer des trucs pour voir au ravitaillement du marathon qu'est-ce que j'allais prendre. Les gels, je déteste. Je trouve que ça a pas de goût, que ça a un goût dégueulasse et puis que c'est pas sain et puis ça me reste sur le ventre. Donc du coup, j'ai pris une fois un gel, ça m'a pas réussi, j'ai plus repris. Et puis j'ai essayé aussi les abricots séchés que je mettais dans la poche et que je prenais de temps en temps tous les 10 kills comme ça en abricot, un abricot sec et ça marchait assez bien. Donc je dirais que mon alimentation, elle est restée très saine la plupart du temps. Après, on fait des excès comme tout le monde. Tout d'un coup, le petit il a envie d'un McDo et de temps en temps, on se permet quand même. Mais c'est vrai que la nourriture de base est restée la même. Par contre, j'ai un tout petit peu changé sur avant les sorties et pendant les sorties, j'ai un peu fait plus de recherches. Jusque-là, je faisais pas tellement gaffe en fait. Pour moi, ce qui était important, c'était de boire. Et puis, je réfléchissais pas trop à l'alimentation pendant les sorties. Et là, j'ai un petit peu changé ça, ouais. Alors, je pense qu'il est important de tester justement avant l'épreuve du marathon, que ce soit l'alimentation, mais ça peut être également le matériel, de pas être pénalisé parce que on se rend compte avec 20-25 kilomètres que les chaussures elles nous font mal. Est-ce qu'il y a eu des petits bobos comme ça post course? Est-ce que les pieds ont souffert ou d'autres parties du corps qui auraient été en souffrance avec le... Alors, les pieds, pas du tout.
J'ai eu de la chance. Je me suis dit que je me suis acheté 2 paires. D'habitude, je m'achète une paire par année de nouvelles chaussures. Je fais toujours une analyse dans un magasin de sport qui est spécialisé. Je cours sur le tapis, il regarde ma pose de pied et il me vend les chaussures en fonction. Donc, j'ai pas une marque de basket. Chaque fois, je me laisse un peu conseiller par le gars du magasin de sport. Et puis là, cette année-là, l'année du marathon, je me suis dit que j'allais prendre 2 paires et que j'allais tester sur les longues sorties les 2 paires et voir dans laquelle j'étais le mieux. Alors j'avais une paire rose que je trouvais que pour le look elle était plus sympa, mais c'est la paire bleue qui était la meilleure pour les longues sorties. Donc j'ai mis la paire bleue effectivement pendant le marathon et j'ai essayé absolument tout avant, c'est-à-dire de mes sous-vêtements à mes chaussettes, aux shorts, aux t-shirts. J'ai tout essayé en me disant si le jour J il fait un peu froid, faut que j'essaie aussi avec un pull ou en tout cas un de ces t-shirts longue manche. Enfin, j'ai essayé plein de sortes d'habillements différents et puis j'ai choisi celui où j'étais le mieux pour le jour J. Ouais. Donc on sent la coureuse, la runneuse très méticuleuse qui a pris soin de choisir Oui. son matériel, qui a travaillé voilà, pour voir où sont ses limites avec l'alimentation. Donc tout devait bien se passer finalement sur cette course du marathon. Est-ce que tu étais stressé le jour J avant de prendre le départ? Dans quel état d'esprit tu étais si on part un an en arrière? Alors le soir d'avant, je me suis dit je vais jamais m'endormir. J'étais tellement excitée, je me réjouissais tellement, puis en même temps j'avais super peur. Puis en fait finalement je me suis endormie assez facilement. Et puis le lendemain matin, je me suis réveillée avant le réveil. En plus, c'était le week-end où on changeait d'heure. Donc voilà, je me suis réveillée avant le réveil. J'avais normalement 1 heure de plus pour dormir, mais voilà. Et puis par contre, la stressée dans toute son ampleur, je suis partie beaucoup trop tôt de chez moi. Je suis arrivée sur place beaucoup trop tôt. J'étais dans les premiers coureurs à arriver, donc j'ai vraiment eu le temps d'aller poser mon sac, de faire l'échauffement. J'ai pas voulu le faire trop vite et tout, donc j'ai attendu aussi que les copains ils arrivent et tout. Mais j'étais hyper stressée quand même avant un examen, mais en même temps excitée. Enfin, j'avais qu'une hâte, c'était qu'on donne le départ. À tel point que je me suis vraiment conditionnée à tu pars pas trop vite, tu pars pas trop vite, tu pars pas trop vite. Et il y avait les meneurs d'allure et je me suis mise vraiment derrière le meneur d'allure de 4h50 pour pas la dépasser. Je m'étais dit je peux la dépasser que à partir du semi, parce que le marathon de Lausanne c'est un aller-retour. Hein. Je me suis dit quand on fait demi-tour, si vraiment je suis encore en forme, je peux la dépasser mais pas avant ça. Puis c'est ce que j'ai fait parce que sinon je pense que je serais partie trop vite tellement j'étais surexcitée quoi. Et est-ce que secrètement, tu t'étais pas quand même donné un chrono? C'était juste l'objectif finir ou tu avais quand même en tête, au fur et à mesure de ta préparation, au fur et à mesure des semaines, des courses qui t'avaient donné finalement des indications sur ton état de forme? Est-ce que tu t'étais pas quand même dit, ouais, ce chrono-là, bon, je peux quand même essayer, même si objectif numéro 1 pour toi, c'était de finir? Bah forcément que quand on s'inscrit, on doit mettre un temps pour pouvoir être dans le bon bloc. Forcément que là, on se pose des questions et puis qu'après ce temps-là, il reste un petit peu en tête. Et du coup, j'ai hésité entre 5h et 4h50 pour le bloc. Et puis, je me suis dit, bon, allez, 4h50, ça me paraît jouable. Mais donc durant la prépa, je disais toujours je veux pas me mettre de chrono, je veux pas me mettre de chrono. Pour moi, ce qui est important, c'est d'être bien et de le finir. Mais secrètement, au fond de moi, je me disais si j'arrive à faire 4h50, je suis contente. Et quand j'ai vu que j'ai fait 4h41, j'étais très contente. Donc une énorme satisfaction. Alors, ce que j'avais déjà posé à mon précédent invité Sébastien dans le premier podcast avec interview, est-ce que le franchissement de la ligne d'arrivée est plus satisfaisant que l'ensemble de la préparation dans une telle aventure comme l'est le marathon? Est-ce que la satisfaction, elle est quand on passe la ligne, ou est-ce que c'est le cheminement que tu as pu faire sur ces 9 mois qui te donne une entière satisfaction aujourd'hui? Après, je pense que les deux, de toute façon, sont liés. Mais est-ce qu'il y a un élément qui est plus important que l'autre dans ta satisfaction? Bah, j'ai l'impression que pour les gens autour de moi, c'était vraiment de franchir la ligne d'arrivée. J'ai reçu plein de compliments de mes collègues. Le lendemain, je suis arrivée, j'avais un mail de ma chef qui avait envoyé à tout le monde qu'il y avait, il y avait une marathonienne parmi nous, qu'elle me félicitait, etc. Donc tout ça, ça fait vraiment plaisir. Ça fait chaud au cœur de voir que les gens sont derrière nous. Puis c'est vraiment la ligne d'arrivée qui fait cet effet-là. Donc il y a un moment comme ça, un peu un moment de gloire. Donc ça fait hyper plaisir.
Par contre, ma fierté à moi, elle est plus sur la préparation. Ma fierté à moi, elle est d'avoir tenu ces 9 mois. Je crois qu'il y a eu un entraînement que j'ai pas pu faire et c'était même pas à cause de moi, c'est parce que mon fils a eu une gastro et que je m'entraînais souvent le mercredi après-midi pendant que lui, il était au sport. Et puis, ben voilà, il a pas pu aller au sport parce qu'il avait une gastro, donc j'ai pas pu m'entraîner à ce moment-là. Mais je l'ai remplacé avec le jour d'après ou quelque chose comme ça. Sinon, j'ai vraiment tenu scrupuleusement mon plan. Et du coup, c'est ça pour moi ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir tenu tout le plan, d'avoir réussi à faire tout ce que j'avais décidé, et puis de ne pas m'être blessée, d'avoir suffisamment fait attention à mon corps pour que j'arrive au bout. Donc pour moi, la plus grande satisfaction, elle est plutôt sur la prépa. Et est-ce qu'au niveau de la confiance, tu évoquais tout à l'heure que c'était quelque chose d'important pour toi, la pratique du running pour donner confiance. Est-ce que cette bascule en disant aujourd'hui, bah, j'ai réussi à franchir la ligne d'arrivée et à être marathonienne, est-ce que ça t'a donné un niveau supplémentaire de confiance? Oui, oui. Et puis c'est drôle, mais j'ai l'impression que même professionnellement, il y a des moments où je me dis bon ben j'ai réussi à faire un marathon, je vais réussir à faire ça quoi. Donc oui, oui, ça m'a donné de la confiance. Et puis maintenant, donc je travaille à la protection de l'enfance, c'est un domaine qui me passionne, mais ça fait 10 ans que je m'occupe de situations d'abus sexuels, puis c'est un peu lourd. Et du coup, j'aimerais changer. Puis là, maintenant, dans mon CV, j'ai écrit tout en bas, souvent on met hein, les centres d'intérêt et tout ça. Puis j'ai écrit que j'étais marathonienne. Puis je me disais, ça peut aussi donner un indicateur à mon futur employeur de se dire, ben, si elle est capable de faire un marathon, c'est que elle est capable de tenir des choses sur la longueur et puis qu'elle lâche rien, puis qu'elle a du caractère, quoi. Exactement. Et je pense que c'est des bonnes vertus et que tu souhaites transmettre également à ton fils. Mais je pense qu'il est bien entouré. Et justement, à ce niveau-là, quelle a été la place bah, de ton mari dans toute ta préparation? Est-ce qu'il a fait le marathon avec toi ou est-ce qu'il était simplement, exclusivement supporter et pour t'encourager sur le bord de la route? Exclusivement supporter, mais c'était exactement ce que je voulais. C'était génial parce que du coup, ils m'ont attendu au 42e kilomètre. Donc, mon fils a fait les 195 derniers en trottinette à côté de moi. Et puis, ben, ils étaient dans le WhatsApp, ils me donnaient des nouvelles, je leur donnais des nouvelles, enfin voilà. Et puis, il a été un énorme soutien, ben, notamment aussi que sur ben, les longues sorties du week-end. Pour le coup, quand on fait 32 kills et puis que je voulais le faire un petit peu à plat, je prenais d'abord ma voiture pour aller au bord du lac pour que ce soit plus plat. Donc, je partais le matin à 8 heures et je rentrais l'après-midi à 14 heures. Enfin, donc aussi un énorme soutien dans le fait qu'il a pris plus de temps seul avec notre fils pour que je puisse m'entraîner plus. Et puis psychologiquement, ça a été un super soutien, autant mon fils que mon mari, qui étaient fiers de mes longues sorties, qui étaient fiers de moi au marathon. Enfin voilà, donc ils étaient entre guillemets que supporters, mais c'est vraiment ce que j'avais besoin et ce qui m'a aidé aussi à aller au bout. Et c'est important, je pense, d'avoir ce soutien familial, amical et de pouvoir te porter. Comment, quand on est dans sa course, moi qui n'ai jamais vécu le marathon, comment on procède? Est-ce qu'on se dit, on va vers le deuxième, troisième kilomètre, ou est-ce qu'on se dit, bah, j'ai déjà fait 2, j'ai déjà fait 3, j'ai déjà fait 4? Comment tu procèdes pour finalement garder bah, le mental bien accroché et focalisé sur la course sans se faire perturber par ce qui se passe à droite, à gauche? Alors, je me rappelle qu'à un moment donné, j'ai mis dans le groupe WhatsApp un petit vocal en disant j'ai déjà fait 10, c'est génial, je suis au taquet, il y a déjà 10 kilomètres qui sont passés. Donc, je regardais toujours ceux qui étaient déjà passés. Et en fait, au marathon de Lausanne, ils notent effectivement les kilomètres qu'on a déjà fait, pas ceux qui restent. Donc, sur les panneaux, c'est tous les 5 kills, je crois. Donc, en plus, bah, c'est au bord du lac, donc il y a une super belle vue, c'est vraiment sympa. Et je regardais toujours ces petits panneaux en me disant yes, déjà 10, yes, déjà 15, yes, déjà 21. Et puis, j'étais plutôt dans cette optique-là. Et puis, toujours, là, pour le coup, j'étais tout le temps regarder ma montre pour pas aller trop vite. J'avais vraiment cette peur du mur, hein, parce qu'on en parle beaucoup du mur que j'ai eu, hein, malgré, je sais plus qui, dans quel podcast j'ai entendu un coureur qui disait que c'était psychologique, mais je crois que c'était Sébastien dans le C'est tien, exactement. que c'était psychologique, voilà. Mais moi, je l'ai vécu. C'est-à-dire que au 35e kill, j'ai des amis qui étaient là et ils me disent ah t'as la patate, on dirait que t'es encore hyper hyper bien, toute fraîche.
Et je dis oui. Et 2 kills après, j'étais blanche. Je regardais ma montre. Je courais à, je crois, 6 km/h, un truc, mais complètement nul, quoi. Et j'avais l'impression que mes jambes, elles avançaient plus. Et heureusement, là, ça a duré à peu près 1 kilomètre. Et au 38e, j'ai eu d'autres potes qui étaient là. Et en fait, eux, ils ont couru en bout avec moi. Puis ça m'a redonné le départ. Enfin, ça m'a redonné un deuxième élan. Puis là, après, je suis passée dans un truc que j'avais jamais vécu, où je pense que ça doit être hormonal, où tout d'un coup, j'avais l'impression de voler. Et je sentais plus mes jambes. Et en fait, je regarde ma montre, j'étais à 11 km/h et j'avais l'impression de voler. Et j'ai fait les derniers kills à 11 km/h. Donc, on voit aussi après sur le graphique que effectivement, j'ai été très lentement entre le 35 et le 38e. Puis après, c'est là que j'étais le plus vite, en fait. Donc oui, effectivement, je pense qu'il y a quand même des étapes et puis un bout qui est psychologique, mais un bout qui est physique quand même, quoi. Et le lendemain du marathon, alors, on arrive à descendre les escaliers ou c'est difficile? Alors là, c'est la plus grande douleur de muscle que j'ai eue. C'était hallucinant, je pensais pas à ce point. Alors non, je prenais l'ascenseur au travail, chose que je ne fais jamais. Pour rentrer dans ma voiture, c'était la catastrophe. Le pire, c'était encore d'en sortir. Donc non, en fait, les 48 heures qui ont suivi, j'avais mal partout. Mais j'étais sur un petit nuage psychologique, donc ça m'a pas trop dérangé. Par contre, j'ai quand même été regarder un peu sur Internet ce que je pouvais faire parce que j'avais tellement mal, j'en pouvais plus. Alors il est vrai, on voit bien souvent hein, les marathoniens qui disent voilà, on l'a fait, la souffrance elle va être temporaire, mais ce qu'on a fait ça reste à jamais gravé. Donc il y a cette Ouais. satisfaction là. Les mois qui ont suivi, la douleur étant passée, les courbatures également, comment tu l'as vécu? Parce que tu dis aujourd'hui, je l'ai fait une fois, je le referai peut-être pas à nouveau. Le post-marathon, comment on le vit? Est-ce que comme une grossesse, il y a un baby blues, si on fait le parallèle avec ces Ouais. 9 mois? Oui, alors je pense que j'avais trop peur du marathon blues que j'ai pas fait de pause. J'ai juste arrêté. Je suis pas allée à l'entraînement le mardi puisque j'avais les courbatures et puis que quand même ça faisait 48 heures que j'avais fait 42 kills. Par contre, j'ai recommencé le jeudi. Je crois que j'ai recommencé par la piscine puis après j'ai refait une sortie de 10 kills le samedi et c'était une erreur. C'était une erreur. Je pensais qu'en restant dans le mouvement, j'allais rester un peu sur ce petit nuage et puis que j'allais pouvoir ne pas avoir ce blues. Et puis en fait, je me suis épuisée physiquement et j'ai pas senti le truc venir. Et il se trouve que après, quand il y a eu le semi-confinement en Suisse, puis que vous étiez confinés là au mois d'avril, mars-avril, je suis tombée malade. Alors à l'époque, on testait pas les gens qui étaient pas à risque en Suisse. Donc j'ai pas été testée. Je sais pas si c'était le Covid, mais je pense parce que j'ai eu tous les symptômes. Et puis voilà, j'ai une tête assez dure et je me disais ouais, c'est pas ce virus qui va m'arrêter. J'ai, je crois, fait une semaine sans sport parce que j'avais de la fièvre, mais tout de suite après j'ai recommencé et en fait j'ai eu des gros soucis d'asthme. Chaque fois que je commençais à courir, je commençais à avoir du mal à respirer. Finalement, j'ai été consultée, puis le médecin m'a dit que je faisais de l'asthme à l'effort. Donc, il se peut, enfin, c'est fort probable que j'ai eu le Covid au mois de mars et puis que ça a vraiment ça a eu un impact sur mes poumons. Et là, ça a été hyper dur psychologiquement. Déjà parce que dans mon job, le semi-confinement a été extrêmement compliqué. J'ai jamais travaillé autant de ma vie. Et puis, il y avait mon fils qui n'était pas à l'école, qu'il fallait gérer en même temps. Enfin voilà, c'était extrêmement compliqué psychologiquement avec tout ce qui se passait, plus physiquement, j'arrivais plus du tout. Je faisais des 12 kills, mais en des temps que j'avais jamais fait, quoi, hyper lentement. Enfin, et ça a été hyper dur. Donc, je pense que la grave erreur que j'ai faite, c'était de pas m'arrêter après le marathon. J'aurais dû faire en tout cas 3 semaines sans sport. De faire une bonne coupure pour vraiment reposer, on va dire, le corps, même si l'esprit, lui, était, on va dire, au top, parce que tu surfais Ouais. finalement sur cette vague de réussite et de satisfaction d'avoir rempli cet objectif-là. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu donnerais aux personnes qui souhaiteraient se lancer sur marathon et que tu pourrais me donner si demain j'avais envie pour 2021 de me lancer sur un marathon? Qu'est-ce que je devrais prendre en compte pour bien, on va dire, le réussir et avoir un plan sans embûche? Comme tu as aussi des enfants, je pense que il faut vraiment. Mon premier conseil, c'est que il faut que la famille soit derrière toi. Il faut que ton épouse, elle soit
OK avec ça, et puis qu'elle accepte que tu auras des semaines avec plus d'entraînement, que tu seras moins dispo, pour les tâches ménagères, etc. Donc je pense que c'est plutôt, moi je dirais que mon marathon on l'a fait en famille, même si c'est moi qui ai couru. Oui. C'est un projet familial parce que c'est, enfin, on bosse à côté. Enfin, moi, je bosse à 80%, donc j'ai congé que le mercredi. Et puis là, je suis avec mon fils qui a pas d'école, donc du coup, c'est vrai que ça prend du temps sur le temps de famille, en fait. Donc ça, c'est mon premier conseil, c'est que ce soit un projet familial. Le deuxième conseil, c'est justement de mettre en place ce que j'ai pu mettre en place pour la préparation, c'est-à-dire un plan, un staff autour pour prendre soin de son corps. Enfin voilà, de vraiment faire attention à bien respecter aussi des temps de récupération avec un plan d'entraînement qui met quand même des semaines avec moins de charge d'entraînement. Et puis, le troisième conseil, c'est celui que moi j'ai pas fait et puis que je recommande vraiment, c'est l'arrêt après, de l'arrêt vraiment pour que le corps y récupère. Même si dans la tête, je pense que ça aurait été très dur pour moi de m'arrêter. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas fait, mais ça aurait été une nécessité pour mon corps. Bon, je vais essayer de mettre en lien tous ces conseils-là et on va se projeter sur 2021. Pour l'instant, il n'y aura pas forcément d'objectifs à court terme. Hein, ça reste très, très obscur du fait de la situation sanitaire. Est-ce que toi, tu envisages, que ce soit course officielle ou défi personnel, des objectifs pour cette année future qui se profile? Alors déjà, jusqu'à fin 2020, mon objectif, c'est justement de retrouver du plaisir, de la motivation. Et c'est pour ça que là, je me suis un peu détachée de mes performances, de mes statistiques et tout ça, que je me suis un peu plus mise au yoga. Je continue la course, mais j'essaye vraiment d'être plus dans quelque chose de léger jusqu'à fin 2020 pour pouvoir retrouver ce plaisir. Moi, ce que j'aimerais en 2021, s'il y a des courses, c'est effectivement de pouvoir refaire les 20 km de Lausanne en essayant de battre mon record personnel de 1h50, 51 ou 52, je sais plus. Et puis la mythique de Mora-Fribourg qui est au mois d'octobre de 17 km. Là, j'aimerais aussi pouvoir battre mon record perso. Mais sinon, je me suis pas tellement mis d'objectif de temps ou de distance s'il n'y a pas de course officielle. Pour le moment, je suis une optimiste. Moi, je me suis dit qu'il y aura des courses. Puis bon, j'ai un gros challenge professionnel, c'est-à-dire que là, je me suis mise dans une formation qui est très intense, assez courte, mais très intense sur une année. Et j'ai les examens au mois de mars. Donc voilà, donc j'ai aussi tout le début d'année où je pense que je vais devoir passer pas mal de mes week-ends à étudier. Et des objectifs à deux, puisque tu disais que ton mari donc est triathlète, des courses à deux, des courses garçon-fille. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de compétition ou vous pratiquez vraiment chacun de votre côté le sport? Alors, il est plus triathlète entre-temps. Et il a aussi eu quelques petites, il a eu quelques petites blessures et il a arrêté le triathlon dans le club. Et puis, il s'est mis au Krav Maga. Donc, il fait plutôt de la boxe maintenant. Il a un peu changé son envie de sport. Par contre, il continue toujours à faire du vélo et à aller nager, à aller courir. Alors, c'est vrai que quand, par exemple, notre fils il est invité à un anniversaire ou chez un petit copain, on aime bien aller courir ensemble. Ça, on aime bien, mais c'est plutôt dans le plaisir d'être ensemble puis de faire du sport ensemble. On a rarement, peut-être avant d'être parents, on a eu une ou deux courses qu'on a faites ensemble, mais sinon, on n'a jamais fait de course officielle ensemble, non. Et est-ce que là, avec ce qui se passe aujourd'hui en France, tu as des craintes par rapport à la situation sanitaire et à la possibilité de continuer à courir en Suisse? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez, vous, des mesures qui vont restreindre la pratique de la course à pied ou est-ce que vous êtes relativement libre de pratiquer ce sport? Alors bon, nous, on a une politique qui est très différente de la politique française et puis j'aimais pas du tout de jugement ni sur l'une ni sur l'autre parce que je pense que nos politiciens, ils font ce qu'ils peuvent. Par contre, nous, on a beaucoup de mal à arrêter complètement, comme ça a été confiné chez vous, nous, c'était semi-confiné. Et en fait, on est un peuple où on est assez responsable par nous-mêmes. Mon mari, quand il est français, quand il arrive en Suisse, pour donner un petit exemple, ça le faisait rire quand t'es à pied et puis que tu veux traverser la route et que tu as un feu rouge puis qu'il n'y a pas de voiture. En tant que Suissesse, j'attends même s'il n'y a pas de voiture, j'attends que ça devienne vert.
lui me disait, mais il y a personne, tu peux passer. Je dis non, c'est rouge. Et nous, on s'autodiscipline beaucoup. Ce qui fait que le semi-confinement, en fait, il y avait personne dans les rues, alors qu'on avait le droit de sortir. Mais il y avait personne dans les rues parce que on a écouté les recommandations qui disaient restez chez vous. Donc on allait seulement faire nos courses, on allait au boulot et c'est tout. Et on a complètement respecté maximum 5 personnes, etc. Donc là maintenant on n'est pas du tout confiné, rien n'est fermé pour le moment. Mais par contre on a vraiment une deuxième vague qui est beaucoup plus violente et beaucoup plus meurtrière que la première. Donc je pense qu'il s'agit que de quelques jours. À mon avis, on va être de nouveau semi-confiné à partir de la semaine prochaine. Et donc, je pense que je vais plus pouvoir aller nager. Je pense que c'est surtout ça qui va changer, c'est que les piscines vont refermer. Par contre, pour la course à pied, moi, j'habite en pleine campagne. Pendant le semi-confinement, j'ai pu faire des énormes sorties parce qu'on n'avait aucune restriction et je pense que ça va continuer. Ils vont pas nous donner de restrictions pour les sports type course à pied, vélo, etc. Oui, bon, je pense qu'on va, voilà, être dans la même situation dans quelques jours. L'important, je pense, c'est de continuer à bouger, continuer à faire du sport parce que c'est important d'être dans le mouvement et de pouvoir justement sortir un petit peu. Ça fait du bien à la tête également d'être toujours un petit peu en action. Et la course à pied est un sport qui est encore autorisé, contrairement au gymnaste, contrairement au sport d'équipe où là c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je te remercie de cette heure passée à discuter de course à pied, mais également voilà de tout ce cheminement qui a conduit ta participation et ton premier marathon. C'était vraiment intéressant de voir qu'il n'y a pas que la course à pied qui a guidé finalement cette volonté de se lancer sur la distance olympique, mais ce chemin de vie qui t'a conduit justement à remplir ce nouveau défi que tu ne veux plus, on est d'accord, plus de marathon, ou est-ce que si New York, Paris venaient se greffer? Oui, oui. Non, déjà, je te remercie pour cette invitation. J'ai trouvé très sympa. Et puis, j'aime toujours bien écouter tes podcasts. Donc, je suis très fière de pouvoir y participer. Donc, merci à toi. Et puis, par rapport au marathon, je sais pas, je me suis pas vraiment définie encore. J'avais dit, à la fin du premier marathon, j'avais dit peut-être que j'en ferai un pour mes 40 ans. Mes 40 ans, c'est l'année prochaine. Peut-être. Si tout d'un coup, il y a plus de pandémie, puis qu'on peut voyager, Paris me ferait envie, Berlin me ferait envie. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour moi une nécessité absolue de refaire un marathon. Je laisse la possibilité de le faire ou pas. Bon, écoute, c'est ce qu'on te souhaite avec une pandémie qui sera derrière nous et pouvoir te voir voler jusqu'à Berlin ou jusqu'à New York pour franchir à nouveau la ligne d'arrivée. Un grand merci à toi. Merci parce que tu es une des auditrices les plus fidèles depuis les premiers épisodes. Et on cherchait, tu m'avais posé un commentaire, est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait en mesure de témoigner de la réalisation de son premier marathon? Et voilà, aujourd'hui, c'est toi qui a la parole et je te remercie d'avoir accepté également l'invitation pour cet épisode avec invité. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour de nouveaux épisodes, de nouveaux invités sur ce podcast où on parle course à pied, running, mais on sait que derrière, il y a aussi un cheminement, une philosophie de vie qui est propre à la course à pied et qui nous fait également avancer, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est à la fois le côté sportif, mais dans la vie professionnelle, dans la vie de tous les jours, on arrive à retrouver ces valeurs. Un grand merci à toi alors. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast.